Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h en temps universel. Interdite pour défaut de déclaration, la réunion publique projetée ce mardi 30 mai 2023 au siège du JICAM, groupement interpatronal du Cameroun, à Bonanjo. C'est ce qu'on peut lire dans l'article 1er de la décision du sous-préfet de Douala 1er dans un souci de préservation de l'ordre public. Le sous-préfet de Douala 1er ne manque pas de relever qu'il a agi sur, et je cite, instruction téléphonique. Fin de citation, instruction téléphonique de sa tutelle. Toujours dans la ville de Douala, c'est une autre interdiction qui fait jaser. Les dirigeants des clubs d'élite viennent de se voir opposer une fin de non-recevoir en vue de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Ce jour, dans un hôtel du quartier Yassa, nous sommes là dans le 3e arrondissement de la ville. Le sous-préfet territorialement compétent juge illégale la tenue de cette assemblée générale extraordinaire, non sans intimer l'ordre aux forces de maintien de l'ordre de veiller au respect de cette mesure. Le régime des réunions publiques fixé par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant régime de réunions et manifestations publiques. Elle dispose en son article 3 que les réunions publiques sont libres quel que soit l'objet. Elles doivent néanmoins faire l'objet de déclarations préalables. L'article 4, son alinéa 3 dispose: l'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé. Interdiction des réunions publiques, toujours au nom de la préservation de l'ordre public, c'est une interrogation, madame, monsieur, et c'est le fait du jour. Nous avons en plateau ce soir René Baga. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Outou. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Un bonsoir particulier au secrétaire national au sport du PCRN, M. Yves Mbami, qui se déploie en ce moment sur le terrain, sur l'étendue du territoire du Cameroun pour impulser cette résolution prise lors du congrès de Ngaoundéré. Ok, voilà. On constate que vous n'avez pas dit bonsoir au président national. Merci. À côté de vous, qu'est-ce qui se passe là? Maître Biliga, pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas dit, c'est ça qui vous amuse? Non, oui, Maître René Claude Biliga. Parce que moi je suis pas toujours habitué à dire bonjour au président de la République et en même temps président du parti. Oui. Il sait que nous avons de l'estime pour lui, donc on n'a pas besoin tous les jours de venir le dire. Non, il a dit un bonsoir particulier voilà, au secrétaire. Donc, comme ça, oui. Je dois dire bonsoir à mes copanélistes, je dois dire bonsoir aux techniciens, à ces millions de téléspectateurs qui vous suivent. Ça fait quand même un bon bout de temps que je ne suis pas arrivé ici. Ouais, chaque fois, oui, donc vous m'invitez, je ne suis pas là, j'ai d'autres engagements. Aujourd'hui, oui. Je me suis dit, tout à fait cessante, je serai là, même comme je n'ai pas eu à regarder avant la programmation, donc je ne savais pas que je serais ici ce soir. Mais dès que vous m'avez appelé, je me suis dit, ok, ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Et je suis content d'avoir en face de moi mon frère Koun et de remercier. Oui, d'abord, on va présenter Abdou Dam. Bonsoir Abdou. Bonsoir Serge Alantou. Un bonsoir particulier à mes co-panélistes. Et également un bonsoir spécial aux millions de téléspectateurs et téléinternautes d'Equinox Télévision. Et par ricochet d'Equinox Soir, cette émission en réalité qui suscite beaucoup d'attention et qui cristallise les attentions. Cela étant dit, M. Serge Alantou, ça serait pour moi une façon de ne pas respecter ce sacro-saint principe de la parole donnée. J'étais en déplacement, j'étais au village, j'étais à Magba, mais les natifs du terroir m'ont demandé de te remercier, de te saluer pour tout ce que tu fais. Ils sont fiers de ce que tu fais et que Magba est admiratif de ce que tu fais. Et du coup, ils m'ont demandé à Mondo Vision, de dire à Mondo Vision qu'ils veulent te recevoir à Magba. Donc, à chaque fois que tu auras besoin de faire une descente à Magba, sache que Magba t'accueille, Magba t'attend énormément. Que tu fasses une tournée à Magba? Bien sûr, Magba, je tiens à rappeler que Magba est un arrondissement stratégique.
au regard de sa position géostratégique, Magba est un arrondissement limitrophe entre le Grand Ouest, entre l'Adamawa, entre le centre et le nord-ouest, et y compris le Nigeria. Et à Magba, c'est une ville cosmopolite où tous les ennemis se trouvent, le brassage interethnique est de mise à Magba. Et Magba également, c'est une zone d'activité où plusieurs activités s'y trouvent, notamment les activités agricoles, la pêche et bien d'autres. Donc Magba vit et Magba a besoin de servir autour. Donc à chaque fois, si vous estimez... Donc là-bas, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. À la mode. Je vous assure, c'est le vivre ensemble. Ce vivre ensemble est d'autant plus clair que nous avons des camarades. Nous avons grandi ensemble, nous avons fréquenté ensemble, et que nous, les enfants, nous, les filles de Magba, il n'y a pas de problème, nous vivons dans l'harmonie et la convivialité générale. Donc je profite de l'occasion pour leur dire, j'ai transmis la nouvelle à qui de droit. Ok. Emmanuel Kounié, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes compagnons, bonsoir surtout à Maître Fabien Kenyé. Je crois que tout le monde connaît ce qui s'est passé le concernant, et je dis bonsoir à tous les militants, n'est-ce pas, du mouvement pour la naissance du Cameroun. Je leur adresse mes vives salutations et je leur dis que le parti est debout, le parti ne sera jamais intimidé par qui que ce soit, et que tous ceux qui se réunissent dans les chambres noires et posent des petits actes en croyant que cela va avoir une influence, n'est-ce pas, sur la notoriété ou bien sur le MRC, perdent leur temps, parce que nous sommes gonflés à bloc, nous irons jusqu'au bout. Et nous leur donnons, à tous ceux qui font semblant d'intimider le MRC, nous leur donnons rendez-vous en 2025. On verra qui est qui. Ok. Voilà, merci Emmanuel Kounié du mouvement pour la renaissance du Cameroun, René Baga du PCRN, Maître Joseph-Claude Bilega du RDPC. Je vais commencer par l'analyse politique. C'est un document qui circule. Le sous-préfet dit avoir agi sur instruction téléphonique. Comment comprendre ça? Non, au niveau de l'administration. Donc je crois que cet acte tire son fondement. Mon analyse va s'opérer en réalité sur deux grands grilles, notamment le pan purement juridique et le pan politologique ou politique. Et il faut inscrire notamment la décision du monsieur sous-préfet sur le prisme de l'acte administratif unilatéral, qui tire son fondement du droit administratif général et plus précisément dans la police administrative. Et cela étant dit, mais il est important de le dire qu'il faut partir d'un sacro-saint principe de ce que l'administration est écrite. Tout acte en réalité doit être matérialisé. Donc, à partir du moment où le sous-préfet motive cet acte administratif unilatéral sur le fondement du coup de l'appel téléphonique, on peut s'interroger. Peut-être, ça peut être l'urgence, et à ce que l'autorité supérieure n'a pas pris le temps et le soin de prendre un acte pour pouvoir informer notamment son collaborateur de prendre cette décision. Mais quoi que l'on dise, il est important de le dire qu'il serait mieux davantage que l'acte soit matérialisé afin qu'on puisse savoir que ce sacro-saint principe, notamment le principe de ce que l'administration est écrite, doit être respecté. Mais je crois que on fait souvent face à ce genre d'actes. Mais le plus important est de questionner le contenu et ce pourquoi l'acte a été pris. Je crois que l'acte a été pris pour interdire une réunion. Et une réunion notamment en ce qui concerne le JICAM. Donc, quoi que, partant sur ce postulat, quel est l'élément qui peut justifier le fait qu'il y a atteinte à l'ordre public? Parce que, monsieur Otto, l'ordre public dégage 3 éléments. Nous avons la sécurité, la salubrité et la jouissance du public ou encore des citoyens. En ce qui concerne la réunion du JICAM, quel est l'élément fondamental en ce qui concerne la capacité à cette réunion à porter atteinte à l'ordre public? Est-ce parce que le JICAM est une institution d'envergure et que toute décision ou encore toute initiative que doit entreprendre cette entreprise peut avoir une conséquence notoire dans la vie active de la population? Peut-être sur ce fondement-là qu'on peut justifier notamment l'atteinte à l'ordre public. Mais quoi que l'on dise, si l'on s'en tient du fondement de la loi 90, qui estime que lorsque nous sommes au cas de la réunion publique, en réalité, l'autorité administrative doit immédiatement délivrer le récépissé. On dit quel que soit l'objet, les publics sont libres. Quel que soit l'objet. Mais maintenant, si l'autorité administrative émet des réserves, et vous le savez, on nous dit, il y a souvent cet élément qui ressort, il y a certaines informations que seul lui maîtrise et que nous, le commun du meurtre, nous ne maîtrisons pas. Maintenant, on va aller un peu questionner là.
c'est là où je vais convoquer le pan politique. Pourquoi est-ce que la décision du sous-préfet a été interdit cette réunion? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ça veut dire qu'en réalité, est-ce parce que la réunion que le JICAM est en train d'entreprendre a peut-être connaît des vices? Parce qu'il est important de le dire, M. Serge Aliotou, la fusion avec ECAM pose problème. Parce que d'aucuns estiment que l'intention de fusionner, arrêter, est une bonne chose. Parce que cela a pour objet de renforcer davantage le dynamisme de l'entrepreneuriat et du patronat au Cameroun. Mais maintenant, est-ce que la procédure a été respectée pour qu'on puisse arriver à cela? Parce qu'il est important de le dire en droit, il y a deux éléments qui concourent à l'effectivité d'un contrat ou encore d'un accord d'envergure. Parce que c'est l'accord de volonté, c'est-à-dire l'accord des parties. Il y a donc le respect de la règle, le respect de la règle des formes et du fond. Est-ce que la forme, notamment la procédure, a été respectée? À partir du moment où le Conseil des sages émet des réserves, il serait souhaitable que la décision, l'acte de fusion, soit une conséquence, une suite logique d'un préalable. C'est-à-dire quoi? Le Conseil des sages soit consulté, le Conseil d'administration soit consulté et l'Assemblée générale. C'est peut-être ce que le sous-préfet a voulu. Est-ce qu'au préalable, M. Serge Aliotou, ces institutions-là ont été consultées pour qu'on puisse aboutir définitivement à un acte de fusion? Je crois que c'est peut-être les réactions des différentes institutions au sein de cet organe-là qui peut remettre en cause notamment l'effectivité de cette réunion, et cela peut porter atteinte à l'ordre public. Donc le sous-préfet avait des informations. Effectivement, des informations. Et on peut davantage convoquer cette hypothèse du fait qu'on a constaté notamment l'attitude du Conseil de sages, par exemple, qui émet des réserves quant à cette initiative qu'a entrepris M. Célestin Tawamba, le président du JICAM. Si je me dis, c'est parce que la règle de forme, la procédure n'a pas été respectée, et en termes de contrat, lorsque la forme n'est pas respectée, notamment le fond est frappé de nullité. Je crois que c'est justement peut-être à cause de l'attitude des différents organes qui constituent le JICAM qui ne sont pas davantage d'accord avec l'initiative du président que le sous-préfet a estimé que, ou encore l'autorité supérieure du sous-préfet a estimé qu'il était nécessaire d'interdire cette réunion. Voilà, Maître Joseph-Claude Biliga, sur cette interdiction, d'abord la démarche, il y a instruction téléphonique, le sous-préfet interdit, il avait des éléments que, comme il a dit, Abdoundam, que nous n'avions pas, que les autres n'ont pas toujours d'autorité. Mais je crois qu'il est dans son rôle, le sous-préfet, celui d'être le garant de la paix et de l'ordre public. Et il faut noter que la notion de l'ordre public est assez vaste et parfois même, je pourrais dire, un peu vague. Elle est spatio-temporelle. Ce qui peut être ordre public aujourd'hui, menace sur ordre public aujourd'hui, peut ne pas l'être demain. Ce qui peut être menace sur l'ordre public à Douala peut ne pas l'être à Yaoundé. Donc, ça dépend du temps, ça dépend de l'espace. Et ce que je voudrais dire également, c'est que l'intérêt de ce thème d'aujourd'hui, c'est que très souvent, lorsque nous sommes venus ici, c'est pour parler de l'interdiction en matière de parti politique. Justement. Vous avez vu la première formulation que je vous ai envoyée. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle plus de parti politique. Oui. On parle de l'association privée. Oui. Mais donc, le fonctionnement peut impacter négativement sur la marche de l'État. Moi, je ne pense pas que, contrairement à ce que le docteur Ndama dit, que ce soit parce qu'il y aura illégalité. Nous savons que lorsque c'est illégal, on sait que la justice est là pour trancher ce genre de problème. Si le Conseil des sages, si le conseil d'administration ou un ou deux ou trois membres de JICAM sont contre la fusion entre l'ICAM de Protea Yama et le JICAM de Célestin, dont les responsables sont Célestin Tawamba, ils savent où aller pour pouvoir contester la décision du conseil d'administration ou du bureau qui siège. Par contre, et on l'a vu, et généralement dans le cas comme le football, c'est le terme, où des gens sont venus parce qu'ils ne sont pas d'accord et ne veulent même pas que la réunion se tienne. C'est là où l'intérêt de l'autorité ça, c'est le cas de Douala 3e, hein. Le président du club voulait... Voilà, donc ils viennent, ceux qui sont contre eux vont interdire même de force que cela puisse avoir lieu. Au JICAM, je doute fort
Parce que c'est quand même les gens, des responsables, même comme on a vu, parfois dans les assemblées nationales, les gens dans le parlement, les députés en train de se battre. On a vu un vice-président ou un premier ministre frapper sur un président de la République. Tout ça. Donc je veux dire que ce qui est dans le cas d'espèce, effectivement, les autorités qui ont pris cette décision avaient des éléments qui pouvaient leur permettre de dire que si on laissait, ça risque de poser un problème. Ça qu'on parle de principe de précaution ou de principe de prudence qui implique que qu'on interdise en avant, au lieu de venir en aval, je veux dire, au lieu de venir régler le problème dès dès que le mal est fait. Et tout à l'heure, je vous parlais que ce qui est intéressant dans le débat d'aujourd'hui, c'est le fait que nous soyons partis de l'aspect politique, purement politique, à l'aspect entreprise privée ou structure privée. Et ça me rappelle, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, lorsqu'en 70, on avait interdit le témoin de Jéhovah. À l'époque, s'ils se réunissaient, c'était tout à l'ordre public. On a vu également... Oui, on se rappelle encore récemment, on a vu les guerres qui ont eu lieu dans le sphère religieux avec EEC et l'EPC, on a fermé Or, la liberté de culte est consacrée par la Constitution. Oui. Mais lorsque, malgré cette liberté, on se rend compte que cet exercice peut entraîner l'ordre de trouble à l'ordre public, on est obligé de prendre des décisions qui interdisent, ne serait-ce que momentanément, cette expression de la liberté religieuse ou de se réunir, etc. Ok. René Baga, pour vous, cette notion, instruction téléphonique, ça vous dérange aussi? Je suis pas du tout embêté par cet aspect-là. Parce que, vous savez, c'est Alain Autou, vu la célérité de l'événement ou alors de la situation auquel vous faites face, vous avez en face de vous une panoplie de moyens qui vous permettent de résoudre facilement ce problème. Et je pense qu'en ce moment précis, j'essaye de me mettre à la place du ministre de l'administration territoriale. Certainement, il aurait eu une information à la dernière minute et il a fallu qu'il appelle son collaborateur, le sous-préfet de Douala Premier, pour interdire cette manifestation. Vous savez, le PCRN, c'est un parti républicain et nous nous alignons derrière les décisions des institutions étatiques. Donc, nous estimons que cette interdiction n'a pas manière à s'interroger par le simple fait que, premièrement, les autorités administratives ont jugé qu'il y avait un certain nombre de remous au sein même de l'institution, le GICAM, parce qu'il ne faudrait pas qu'on passe cela d'un revers de la main, parce que le comité de sages a apporté un certain nombre de réserves qui démontrent à suffisance qu'il y avait matière à surseoir à ce conseil. D'ailleurs, de sources bien introduites et des informations qui fusent de partout, le comité des sages a voulu, par exemple, qu'on interroge encore le fond et la forme de cette fusion. Parce que ce comité, justement, a estimé que tous les contours n'étaient pas encore touchés. Il y avait encore des zones d'ombre. Voilà, il y avait encore des zones d'ombre pour pouvoir aboutir à cette fusion. Donc, l'autorité compétente, étant non au courant de cette information, de cet ensemble d'informations, alors protégeant même, je dis, le GICAM, qui, tout d'ailleurs, est une institution forte au Cameroun également, a voulu ne pas aller dans les braises, parce qu'il ne fallait pas montrer aux yeux du monde qu'il y a quand même des remous au sein d'une grande institution comme le GICAM, qui est tout d'ailleurs à respecter. Donc, le sous-préfet était dans son droit d'aller s'assurer que effectivement ce conseil n'allait pas se tenir. Bon, maintenant, moi je voudrais faire une autre analyse. Pourquoi l'interdiction de ce conseil? Est-ce qu'il avait des éléments qui démontreraient qu'il y aurait trouble à l'ordre public? Justement parce que ce conseil devait se tenir dans le siège du GICAM, bien sécurisé, et j'estime que l'autorité du GICAM avait
avait examiné tous les contours sécuritaires liés à la tenue de ce conseil. Bon, maintenant, si on arrive à interdire ce conseil, cela démontre que ces jalons, il y avait un certain nombre de choses à remettre en question. Notamment, est-ce que ce n'est pas une manière pour l'autorité publique de demander au JICAM de bien élaborer son projet afin qu'il soit définitivement clos. Ok. Emmanuel Cugnin, pour vous, cette réunion publique qui est interdite comme ça, on dit, c'est clair, les réunions publiques sont libres, quel que soit l'objet. Je suis souvent très embêté de cette manière d'infantiliser, n'est-ce pas, des responsables d'un certain niveau. Supposons que le Conseil des sages ait raison, que, n'est-ce pas, entre ECAM et JICAM, il n'est pas suffisamment préparé le document pour y aller. Mais c'est une assemblée. Séance tenante, ils vont débattre. Et au terme de ce débat, ils peuvent constater que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on aille à la fusion. Mais quand le ministre de l'administration territoriale se met là où il est pour demander qu'on interdise, ça pose des problèmes. Quel type de trouble à l'ordre public? Vous savez, même Jésus-Christ a été condamné pour trouble. Même Jésus-Christ a été condamné pour trouble à l'ordre public. Dès qu'il a dit « Je suis la vérité, la vie, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, etc. » Les gens estimaient que c'était un trouble à l'ordre public et puis il a été condamné même à mort. Donc, il ne faut pas que le trouble à l'ordre public soit, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'un instrument entre les mains des autorités pour régler tous les problèmes comme ils pensent et à tout moment. Parce que je ne comprends pas, comme a dit mon jeune frère du PCRN, qu'on soit le JICAM, qu'on soit dans un cadre sécurisé, qu'on soit des chefs d'entreprise, des patrons, qu'on se décide de faire une réunion, qu'on ne s'entende pas sur la manière dont les choses doivent se passer, mais qu'on aille à une assemblée, mais que l'assemblée ait lieu. Et qu'au cours de l'assemblée, peut-être on n'arrive pas à s'entendre, à voter la fusion, et qu'on revienne pour travailler et voir... Emmanuel Cugnin, est-ce que vous êtes d'accord au moins que le sous-préfet peut avoir des éléments, peut-être que les autres n'ont pas, hein? On n'est pas sûr que ça allait s'achever sans grabuge. Qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme grabuge? Qu'est-ce que vous supposez? On devait devenir avec des machettes? Non, pas forcément. Qu'est-ce qu'ils devaient donc avoir là-dedans? S'ils ne sont pas d'accord, ils ne tombent pas d'accord. Ils ne votent pas. Ils ne votent pas la fusion. Et puis, ils vont peut-être renvoyer la réunion. S'ils estiment que, si le Conseil des sages estime que les choses, il leur dit, ils doivent faire valoir, n'est-ce pas, leur point de vue. Et séance tenante au cours de cette réunion, on doit démontrer, ceux qui pensent que ça ne doit pas avoir lieu, doivent démontrer que cette fusion ne doit pas se faire. Et si c'est une élection, ils doivent aller aux élections là-dedans. Si la majorité l'emporte, même s'ils ne sont pas d'accord, ils doivent s'aligner. Alors, d'où sort-il qu'une seule personne, qui n'est pas membre de cette association, qui est d'ailleurs privée, trouve qu'il doit interdire la réunion? Mais écoutez, ça c'est quand même difficile à gober. On avale ça difficilement. Donc je crois que ça c'est l'excès de pouvoir. Je crois que l'autorité administrative n'a rien à faire dans le JICAM. Il n'est ni membre, ni intervenant. Je ne vois pas à quel niveau il intervient. L'ordre public, c'est quelque... Et puis, l'ordre public, s'il y a n'importe quel problème, ça les concerne là-dedans. Ils ne sont pas dans la rue. Donc, on m'explique un peu ce que cette réunion pouvait faire pour troubler l'ordre public. On a vu peur des bagarres. Si on avait peur des bagarres, on n'avait qu'à leur dire, celui qui avait peur des bagarres, on n'avait qu'à le sécuriser et le laisser aller à sa réunion. Mais je ne comprends pas. Donc, chez nous, on exagère. Ça, c'est de l'exagération. C'est comme si, et comme a dit M. Biliga, il y a le tribunal. Ceux qui, si on prend une décision et les gens ne sont pas d'accord, ils portent plainte. Ils portent plainte et le tribunal pourra, n'est-ce pas, casser cette décision-là. Dans un état normal, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne se peut pas interdire une réunion. Est-ce que lui qui interdit la réunion sait ce qui devait se passer dans la réunion? Est-ce qu'il connaît les propos que les uns et les autres devaient... Est-ce qu'on lui a donné l'ordre du jour? Est-ce qu'il connaît les interventions des autres? Peut-être qu'il peut ne pas s'entendre et s'entendre au cours de la réunion. Qu'est-ce qu'il en sait? Comment est-ce qu'il a quelle information? Il est dans le cerveau des gens pour savoir comment les choses vont se passer. Donc je crois que ça c'est un abus. Il n'y a pas un autre mot pour qualifier ça. Ça c'est de l'obstruction. C'est-à-dire que ce que le ministre de l'administration territoriale et le sous-préfet ont fait, ils ont fait obstruction à cette réunion qui concernait les CAM et le JICAM. Et moi je ne suis pas d'accord. Donc, merci pour la parole donnée. J'ai écouté M. Biliga
il a estimé que je n'ai pas été très clair sur un aspect, notamment la légalité. Maître Biliga, j'étais à préciser que je ne suis pas encore docteur. Je suis encore docteur, je suis pas encore docteur. Donc, je crois qu'il y a un préalable. Mon choix, c'est que vous êtes très vite docteur. Okay, vous le méritez. Donc, Maître Biliga, vous savez, je pense sur votre contrôle en tant que juriste. En termes, nous sommes dans un cas privé, dans un contrat privé, entre le JICAM et l'ICAM. Et dans le cas d'espèce, il y a les conditions préalables pour qu'un contrat soit validé. Parce que le contrat, c'est la loi des parties, c'est la loi de la volonté des parties. Et pour cela, donc, il va falloir que les règles de procédure soient respectées en la matière. Monsieur Otto, je crois qu'il y a eu quelques jours en avant, on a constaté que le MECAM et l'ECAM et le JICAM ont pris un acte de fusion. Aujourd'hui, l'Assemblée générale est convoquée pour quel motif? Or, suite à cet acte de fusion, il y a eu donc des mouvements au sein de l'organe. Fort de cela, Maître Biliga, il y a donc des hypothèses qu'on peut émettre pour justifier donc la décision de l'autorité administrative. C'est peut-être parce que cette décision n'a pas l'assentiment général de tous les organes qui structurent le JICAM que l'autorité administrative estime que il est important de prendre un acte provisoire pour prévenir afin que toutes les institutions soient en harmonie, afin que les règles de procédure ou de forme soient respectées. Mais Emmanuel Kounié disait tout à l'heure que vous n'êtes pas dans les cerveaux. Comment on peut prévoir ce qui allait se passer? C'est une très belle question, c'est une très bonne interrogation que M. Kounié pose. Vous savez, en matière de renseignement, l'autorité administrative demande par abus à le don de l'ubiguïté. Quand on parle de don de l'ubiguïté, il a les oreilles même d'un chevaux. Ça veut dire que l'autorité administrative a des éléments de renseignement que nous, Maître Kounié, on ne peut pas avoir à notre disposition. Peut-être l'autorité administrative a estimé que, suite à aux agissements, notamment du Conseil des sages, qui en réalité n'est pas totalement d'accord, parce qu'il faut le dire, Maître Biliga, le Conseil des sages émet des réserves. Parce qu'ils estiment que cette fusion, oui, c'est une bonne chose, mais la manière dont cela a été fait n'a pas respecté les règles de procédure. Moi, je parle en termes de procédure. Et vous le savez très bien que, en matière de contrat, lorsque les conditions de fond ne sont pas respectées, le contrat ou l'accord est frappé de nullité. Dans le cas d'espèce, il est important de le dire. Maître Biliga dit que des personnes... Mais le tribunal est là pour quoi? Et je vais arriver là. Des personnes respectables, oui. Comment elles pouvaient en arriver à mettre en mal l'ordre public? C'est ça la question. Et c'est ça donc la véritable question. En fait, le problème ne se situe pas peut-être... Nous sommes peut-être dans un cadre privé bien reconnu, mais ne prenons pas de vue que ce cadre privé-là est au sein d'un État. Et que le JICAM, quoi que l'on dise, est une institution au-delà d'être privée, est dans la logique de lobbying et perd dans l'échiquier politique national. Il ne faut pas perdre de vue. Donc l'État du Cameroun ne peut pas jouer avec cette institution stratégique. Parce que le JICAM est le bras séculaire de l'État sur le plan économique qui permet à l'État du Cameroun de nouer des partenariats avec certaines entreprises d'ailleurs pour que l'économie camerounaise puisse atteindre son paroxysme. Cela étant dit, l'État du Cameroun doit avoir un regard sur ce qui se joue à l'intérieur pour que le JICAM ne soit pas un capharnaüm, parce que s'il y a le désordre à l'intérieur, cela va donc ramer à contre-courant de l'objectif escompté. Mais maintenant, qui a convoqué, qui a initié ou encore qui a introduit la demande de René M. Otto? Je crois que s'il estime que l'autorité administrative est dans l'abus, Maître Kounié, je passe sur votre Maître Biliga, je passe sur votre contrôle, il peut introduire un recours gracieux préalable auprès de l'autorité, notamment pour dire que, notamment votre décision, vous n'avez pas raison d'interdire notre manifestation. Si le délai, il ne respecte pas, oui, si le délai n'est pas respecté, c'est lui qui a la qualité, la capacité et l'intérêt pour que cette réunion se tienne à un dernier recours, notamment le recours contentieux auprès du juge administratif territorialement compétent pour que le droit puisse être dit. Mais quoi qu'il en soit, la dimension juridique ne peut pas nous permettre de comprendre ce phénomène, parce que si le politique s'y mêle, si l'État se mêle dans cette affaire, ça veut dire que l'affaire au-delà du droit, c'est l'affaire politique, parce que l'État du Cameroun veut préserver la paix et la sérénité à l'intérieur de cette institution ô combien stratégique. Okay. Voilà, René Baga, le politique, on comprend l'intrusion du politique dans cette affaire. On va dire, on va peut-être rester sur le fait économique.
Bien sûr, Serge Alain, je l'ai dit. Je l'ai dit. Raison de rentrer dans cette affaire, JICAM. Bien sûr, Serge Alain, je l'ai dit à l'entame de mon propos. Le JICAM n'est pas une institution à prendre à la légère au Cameroun. C'est comme le Copani le disait, c'est un bras séculier de l'économie du Cameroun. Et de surcroît, c'est un miroir du Cameroun face à ceux qui viennent de l'extérieur. Si donc, au sein du JICAM, on trouve une certaine fragilité, on trouve une certaine légèreté, alors là, ça reflète la puissance de l'économie camerounaise, parce qu'on ne doit pas perdre de vue que le JICAM est tout de même à 80% le poids de l'économie du Cameroun. Et si on constate donc qu'il y a le désordre au sein de cette institution, le gouvernement du Cameroun perd beaucoup de plumes. Donc il y a intérêt à avoir un regard absolu sur cette institution. Et je suis un tout petit peu surpris lorsque M. Kounié dit qu'il ne voit pas comment il devait avoir trouble à l'ordre public. Mais je voudrais dire à M. Kounié que l'administrateur ou alors le ministre de l'administration territoriale qui prend la décision d'interdire cette réunion a un certain nombre d'informations. Notamment, on dit qu'au sein des CAM, il y a certains patrons qui ne sont pas d'accord sur le fond et même la forme de cette fusion. Notamment, même dans le JICAM, où le comité de sages manifeste son désapprobation. Voilà. Donc, c'est autant d'éléments qui montrent qu'il pouvait avoir trouble à l'ordre public, il un risque de trouble à l'ordre public. Donc, il faut qu'on comprenne. Moi, tu restes sur les patrons, c'est des gentlemen. Non, mais bien sûr, c'est pas parce qu'ils sont des gentlemen, c'est Jalin autour, mais c'est également des humains. Et on craint que, séance tenante, qu'il y ait des risques. Et que l'État du Cameroun paraisse aux yeux du monde comme étant un État, je dirais, à la rue. Donc, il y a intérêt à contrôler de près cette institution qu'est le JICAM et même cette fusion. Parce qu'il faut le dire, c'est deux grandes institutions du Cameroun, notamment les petites et moyennes entreprises et industries et le groupe interpatronal du JICAM qui est beaucoup plus macro, qui vont fusionner. Donc, il faut avoir un regard particulier. Qui ont l'intention de fusionner. Donc, dans ce cas, il faut avoir un regard particulier sur cette fusion et il ne faudrait pas que ce soit juste un acte qui va aboutir demain ou après-demain à des remous que nous avons vus ou bien à l'éclatement que nous avons vu en 2008. J'ai l'impression que mon patron n'a pas très bien compris. Il faut quand même qu'on comprenne que je suis ici pour le RDPC, donc je ne devrais pas frapper quand il est sur le ministre ou sur le sous-préfet. Mais ce que je suis en train de faire comprendre est tout simple. C'est que les problèmes internes au JICAM se gèrent, entre autres, au niveau des tribunaux. Seulement, ces problèmes internes peuvent avoir un impact sur l'ordre public, qui lui est protégé par l'autorité publique administrative. Donc, partant du fait que le préfet, le sous-préfet, le ministre peuvent avoir des informations qui, de nature, a fait craindre que cette réunion du JICAM peut dégénérer. Moi, ce n'est pas sur l'adoption ou non de la fusion, non. Mais peut dégénérer parce que malgré le fait que ces personnes soient des personnalités, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des ministres, on a vu bagarrer dans le conseil des ministres, des députés, tous les jours on le voit, qui bagarrent, et même le premier ministre qui a frappé giflé sur un président de la République, c'est quand même des gens qu'on peut appeler gentlemen. Mais il peut arriver, quelqu'un d'autre a utilisé le terme, nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux, donc on peut réagir, le côté animal peut. Donc sur ce fait-là, le sous-préfet a sans doute, ou bien le ministre a compris qu'il y avait urgence à interdire cette manifestation, enfin cette rencontre, cette réunion, et a donc instruit son collaborateur afin que cela soit interdit. Je suis un peu gêné, mais la loi que vous avez évoquée, c'est la loi 90, est bien claire. La compétence est devant le juge du TGI.
sauf si je me trompe, hein. C'est pas devant des juges administratifs. Lorsqu'il s'agit des réunions publiques, c'est devant le truc. Donc, pour pouvoir, lorsqu'on interdit et qu'on n'est pas d'accord, vous saisissez pour que c'est juste qui est compétent, sauf si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Donc, je voulais dire que nous sommes tous d'accord que le JCAM, que les CAM, et même le MECAM, qui c'est la troisième structure, elles sont assez importantes cette structure sont assez importantes pour que s'il y a de grabuge dans cette structure-là, que l'État puisse avoir un regard. C'est normal que l'État puisse intervenir lorsque cela s'avère nécessaire. Moi, la seule chose que j'ai eu à dire, c'est que l'État ne va pas intervenir d'une manière brutale, entre guillemets, dans le fonctionnement du JCAM. On ne peut pas demander aux gens, au JCAM, non, ne fusionnez pas ou ne fusionnez, non. Mais il peut dire, vous qui n'êtes pas pour la fusion, on peut dire, vous qui voulez pour la fusion, nous avons peur que la réunion que vous projetez, ceux qui sont contre la fusion, puissent venir soit par eux-mêmes, soit par les gros bras. On a vu ça. C'est-à-dire, en Europe, on parle des Tchétchènes. C'est les gars, lorsque vous voulez perturber, vous les envoyez, ils viennent, ils font leur sac boulot, ils s'en vont. Donc cela peut être possible. C'est pour cette raison que le sous-préfet joue son rôle. Et là, nous sommes entièrement d'accord. Mais là où le doctorat et moi, nous semblons diverger, c'est que lui rentre dans le contrat, il parle de droit privé, c'est mon domaine. Non, je ne sais pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'ordre public qui peut être menacé du fait que les responsables du JCAM tous ne s'entendent pas. Voilà. Il y a un groupe qu'on appelle le comité des sages, etc., qui est contre la fusion, alors qu'un groupe est pour la fusion. Et le risque, c'est qu'il peut y avoir même affrontement, même physique, soit par eux-mêmes, ce qui pour moi est peu possible, mais ou bien à travers d'autres personnes. Où il y a des gens qui sont parfois qui rentrent même dans une réunion pour assister à la réunion, et à un moment donné, ils commencent à taper sur la table, à faire du bruit, à faire du boucan, et après les chaises commencent à... C'est ça, c'est le rôle de sous-préfet, d'éviter ça que j'ai parlé du principe de précaution. Mais Emmanuel Puyen disait que dans cette salle, il pouvait toujours arriver à un consensus, à s'entendre. Oui, mais le principe de précaution voudrait que ne s'assemblent pas, n'ayant pas une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Dès lors que le risque un risque petit, minime existe, qu'il peut y avoir confrontation, qu'il peut y avoir trouble à l'ordre public, l'autorité publique est dans son droit, par le principe, avec le principe de précaution, de pouvoir dire non. Je préfère, moi, que cette réunion ne puisse pas avoir lieu, quitte à ce que les partis, ou bien moi, jouant le rôle d'arbitre, je convoque les deux parties pour qu'on puisse s'entendre. Comme ça, la prochaine rencontre aura lieu sans problème. Mais je dis, ils sont dans le rôle. Tout à l'heure, je voulais parler également du problème de football. C'est un peu la même chose. Sauf que dans le football, c'est pas la même catégorie de personnes. Là-bas, c'est, excusez-moi du thème Cameroun, c'est le poula. Donc là-bas, c'est plus facile d'aller au maire que chez les directeurs. Mais on a vu les ministres, comme j'insiste, bagarrer. On a vu les députés bagarrer en pleine session voilà. En plein hémicycle. En plein hémicycle. Voilà. Oui, moi, ce que je pense, c'est que moi, je trouve cela très abusif. Parce que l'autorité administrative a d'autres moyens. L'autorité administrative peut sécuriser les lieux. Elle peut sécuriser les lieux, c'est-à-dire que le sous-préfet peut demander aux agents du maintien de l'ordre d'y aller. Mais ils seront à l'extérieur. Tout se passe à l'intérieur. Ils peuvent même entrer. Ils peuvent entrer si jamais on estime que leur présence qu'il y a un grand risque. Leur présence suffit. Et dissuasive. Est dissuasive. Donc, le fait d'interdire, c'est une démonstration de force. C'est-à-dire que nous avons un État, une administration. On a infantilisé les patrons. À tout moment, on veut démontrer que vous êtes qui, c'est nous qui avions le pouvoir, vous ne pouvez rien faire sans. Et puis, c'est ça. Et puis, je vais vous dire. Attends, monsieur Manuel Puyen. Là, on commence à aller dans la politique. Non, je ne vais pas y aller.
Parce que si je vais y aller pour la force et autres, l'interdiction, je vais vous dire que votre parti a interdit à ces employés de reste de venir parler sur la télévision. C'est une restriction de la liberté également. On avait interdit à personne d'aller parler dans les télévisions. Que je vous montre la lettre écrite. Non, on a interdit à personne. M. Mignam. Mais nous n'avons interdit à personne. Nous avons estimé qu'il y avait quelqu'un qui était particulièrement... qui nous la intéressait liberté d'expression permet à tout homme de venir s'exprimer. Nous sommes dans un parti politique et nous avons une réglementation. Nous avons un ordre bien établi. Donc c'est le bon ordre qui nous guide. Je disais donc que l'autorité administrative a aussi une mission d'encadrement. Quand il se rend compte qu'il y a une présomption de trouble, qu'elle se rend compte qu'il y a une présomption de trouble, cette autorité-là peut prendre des mesures conservatoires qui consistent à déployer des agents de maintien de l'ordre pour pouvoir sécuriser les lieux et permettre à ces lieux. Encadrer la réunion. Encadrer la réunion, pourquoi pas? Parce que on peut blaguer avec les fusions, mais les fusions sont toujours une bonne chose. Les grands ensembles sont... D'ailleurs, c'est peut-être parce que ce gouvernement-là est allergique aux grands ensembles qui préfèrent l'émiettement, qui sont même contre la fusion et qui en font leur affaire, qui sont en train de faire leur affaire là. Et ils trouvent des prétextes pour nous dire que, puisque ces gens-là qui ne sont pas d'accord, c'est des points de vue. C'est-à-dire que nous sommes dans une assemblée, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on veut faire, vous avez un point de vue contraire, vous allez faire valoir votre point de vue au cours de la réunion. Et si la majorité de personnes pensent comme vous, la fusion n'aura pas lieu. Maintenant, si c'est une histoire où on va aller bagarrer et tout, on met les gens de maintien de l'ordre là, et puis on laisse la réunion se tenir. Parce qu'on fait, c'est de l'obstruction. Parce que vous n'avez pas me dit, on a dit que le GICAM est quelque chose de très important pour l'État, mais écoutez, la collaboration réelle entre l'État et le GICAM, c'est une relation de méfiance. Ce n'est pas une relation de confiance comme ailleurs. Quand on fait les lois de finances, le GICAM n'est pas suffisamment consulté comme il devrait l'être. Donc on ne va pas aujourd'hui nous faire croire qu'il y a le mariage parfait entre le GICAM et ceux qui nous gouvernent. Donc je ne vois pas ce qu'ils viennent chercher dans leurs affaires. Parce qu'ils ne s'entendent pas très bien. Donc tout cela doit être pris en compte. Dit que c'est quelque chose de très important pour le Cameroun, d'accord. Mais dans d'autres pays, quand on veut voter une loi de finances, on sollicite le point de vue du patronat. Mais chez nous, ça a toujours été le contraire. D'ailleurs, vous avez vu qu'ils ont mis sur pied un programme économique et en 2020, où ils ont dit qu'ils voudraient que le secteur privé devienne dorénavant le moteur de la transformation structurelle de l'économie. Que ce soit le moteur privé qui soit celui qui doit, n'est-ce pas, donner l'impulsion à la transformation structurelle. Mais juste après la mise en œuvre de ce programme, le combat a commencé entre le GICAM et le pouvoir public. Vous avez assisté à tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Alors qu'ils doivent marcher main dans la main. Alors subitement, ils sont tellement soucieux de quelques difficultés que le GICAM peut arriver au point de dire non, il faut d'abord qu'ils s'entendent, on a peur que la réunion peut se dégénérer. Mais si vous avez peur que la réunion peut se dégénérer, prenez les autres. On a vu ailleurs, vous avez vu quand il y a eu les histoires de football à l'hôtel de Watt, comme pour ce que M. Maître Milika disait. Mais c'était la guerre, mais on a mis des militaires, ils ont même bagarré, mais la réunion a eu lieu. Mais d'où vient-il qu'on démontre qu'on a tellement peur des ténèbres? Mon jeune frère de PCN a même parlé de que ça en éclate comme en 2008. Mais qui là-dedans va provoquer l'histoire de 2008? Soyons quand même sérieux, il ne faut pas extrapoler sur les bords. Donc il faut éviter, comment je peux dire ça? Il faut éviter d'exagérer. Parce que ce qui se passe là, c'est l'exagération. Et puis, c'est la démonstration de force. Les gens veulent démontrer qu'ils ont le pouvoir. Et qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent agir partout. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent interdire à tout le monde de faire sa réunion, de ne pas faire, de dormir chez lui ou de ne pas dormir. Et ils entrent dans des choses qui ne les concernent pas. Ils sont partout. Ils sont dans nos chaussettes, dans nos chambres, dans nos machines. Ils emmerdent les gens partout. Et ce n'est pas ça le rôle de l'autorité administrative. Je vous ai dit que l'ordre public, la notion de l'ordre public, c'est quelque chose de tellement nébuleux que vous pouvez tout faire avec la notion de l'ordre public. Vous pouvez régler tous les problèmes. Je vous dis que même Jésus a été condamné pour trouble à l'ordre public. Parce qu'il a dit qu'il était le trait d'union entre Dieu et les hommes. Les grands prêtres ont dit, mais écoutez, cet enfant qui vient de naître et que nous-mêmes nous avons vu grandir, ne peut pas être ça. Il a blasphémé, ils l'ont fait condamner à mort. Donc, qu'on arrête de vouloir utiliser l'ordre public comme une arme qui peut régler tous les problèmes.
Et c'est d'ailleurs pour cela que chaque fois qu'eux, ils ont leur réunion politique, ils le font tranquillement. Quand les autres ont leur réunion politique, on dit qu'il peut y avoir trouble à l'ordre public. On sort cette arme-là. Et voilà, maintenant, on va même dans les sociétés, dans les entreprises, dans le patronat et tout ça. On commence à promener cette arme partout. On va troubler tout le monde dans la République avec l'histoire de l'ordre public. Je dis qu'ils n'ont pas raison de le faire et qu'ils doivent laisser le GICAM s'organiser et que les fusions sont toujours encouragées partout dans le monde. Même l'Afrique a envie de se fusionner. Je ne sais pas comment dans un pays, on peut estimer que les gens qui se mettent ensemble, c'est une mauvaise chose. Voilà, Abdoundan, pour vous, cet acte, comment il peut être interprété de manière simple? Cette interdiction, donc il y avait une fusion en vue. Comment ça peut être interprété selon vous? Moi, je mets ça sur le prisme d'une forme de préservation. D'une forme de prévention. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Maître Biliga, c'est sur la question procédurale. Si nous sommes d'accord sur ce plateau que GICAM, c'est une structure privée, c'est une entreprise privée, c'est un organe privé, et que ECAM également, ça veut dire que c'est deux entités privées qui décident de se mettre ensemble. Et décident de se mettre ensemble sous le prisme de l'accord de volonté entre les parties. C'est notamment suite à cet acte de fusion que génère notamment la décision du sous-préfet, je crois bien. Pourquoi? Parce que cette décision, il semblerait que ça ne fait pas l'unanimité, que ce soit au sein du GICAM qu'au sein de l'ECAM. Cela étant, ça ne doit pas faire l'unanimité. La majorité doit l'emporter. On n'a pas besoin d'unanimité. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. À partir du moment où on a estimé que on a recueilli l'avis des uns et des autres, notamment c'est la loi de la majorité qui doit primer. Mais M. Kougné, la question c'est de savoir, est-ce que toutes les parties prenantes du GICAM et du MECAM ont été consultées pour que notamment l'avis de la majorité prime? C'est encore leur problème. C'est ça, non, c'est encore leur problème. C'est vrai que c'est leur problème, mais nous questionnons cela pour essayer de justifier ou encore d'interpréter la décision de l'autorité administrative. Je le dis et je le réitère, c'est peut-être parce que à l'intérieur de cet organe, il y a des différentes parties qui ne sont pas totalement d'accord de ce qui s'est passé et qui estiment que leurs droits n'ont pas été pris en considération, que l'autorité administrative, dans la prévention, prend cette décision quant à sursoir cette réunion pour que, notamment, ils puissent accorder leur violon afin que la majorité puisse primer. Parce que lorsque la majorité va donc primer, ce qui est sûr, tous ceux-là qui ne mettent pas l'avis favorable pour que la fusion puisse avoir lieu, ils seront obligés parce que c'est la majorité qui en a décidé. Maintenant, la décision de l'autorité administrative au sein d'un État, c'est un instrument au service, entre les mains de l'État pour empêcher à ce que certaines choses puissent se passer allant à l'encontre de la tranquillité et de la jouissance de la population. Je l'ai dit, dans l'ordre public, on met 3 éléments. C'est la jouissance, c'est la sécurité et c'est la salubrité. Et dans le cas d'espèce, quelle hypothèse plausible on peut mobiliser pour justifier notamment la décision de l'autorité administrative? L'une des hypothèses plausibles, c'est que c'est justement parce que certains organes, certaines entités, certaines personnes, certains membres ne sont pas peut-être d'accord et agissent cela que l'autorité administrative, dans la prévention, prend cette décision provisoire dans la mesure de permettre à ce que ce soit l'ECAM ou le GICAM puissent se retourner pour qu'ils puissent discuter à l'intérieur, pour que le conseil des sages, qui ne met qu'un avis, et notamment l'avis n'a aucune valeur obligatoire sur le conseil du GICAM. Et le conseil des sages peut émettre un avis pour le bon fonctionnement de la structure. Le GICAM, le conseil d'administration, peut ne pas prendre cela en application. Mais ce qui m'amène à insister sur ce point, c'est que lorsqu'on veut fusionner, il va falloir qu'on puisse respecter les règles de la procédure en la matière. Je reste et je persiste. Est-ce que les règles de procédure en la matière ont été observées pour qu'on puisse aboutir à cette phase définitive qui est l'acte de fusion? Ok. René Baga, il y a une certaine opinion qui pense qu'à travers cette interdiction, l'autorité se montre contre cet acte de fusion. Est-ce que vous leur répondez? En ce moment, Serge Alain, nous sortons de l'interdiction, de l'aspect interdiction de la réunion ou de la tenue du Conseil. Maintenant, nous rentrons dans une phase purement politique. Ouais. À qui profite l'interdiction du mardi 30? Dans ce cas, maintenant, il y a beaucoup de facteurs
qui peuvent être en évidence, notamment le gouvernement du Cameroun. Il faut le dire, et je pense, M. Kounié, vous l'avez si bien noté, est un peu frileux du fait que cette fusion ait lieu, parce que nous connaissons justement les relations qu'il y a eu entre le JICAM et le gouvernement du Cameroun sur un certain nombre de points, justement en ce qui concerne les décisions, les décisions purement économiques. Nous savons qu'il y a eu des problèmes et ce n'est pas négligeable. Donc le gouvernement lui-même peut être un facteur qui voudrait à ce que cette fusion n'ait pas lieu et peut même instrumentaliser un certain nombre de personnes justement pour que ces deux groupes ne puissent jamais fusionner. Par ailleurs, il faudrait également noter qu'il y a au sein de cette opinion un certain nombre de choses qu'il ne faut pas négliger. La fusion, elle doit avoir lieu, ou alors nous souhaitons qu'elle ait lieu. Mais maintenant, les acteurs qui seront en charge de piloter l'institution demandent, M. Kounié, qu'il y ait un certain nombre de préalables. Un certain nombre de préalables qui permettent à ce que cette institution, justement, ne soit pas ce qui a existé avant. Parce qu'il faut aussi, pour votre gouvernement, avant cette proposition de fusion, ces institutions étaient ensemble avant. Et je pense que c'est en 2008, si ma mémoire est bonne, que celle-ci... Bien sûr. Et c'est à cela que le gouvernement ou bien l'administration, bien sûr. Donc, nous n'allons pas négliger votre point de vue. C'est normal que du point de vue politique, le gouvernement crée également qu'il y ait un mastodonte désormais en face de lui qui puisse apporter des veto à ces décisions. Et c'est en deuxième partie qu'il va apporter notamment la rationalité des acteurs. Voilà. Maître Biléga, avant le journal. Voilà. Oui, mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Hein. Parfois, on a l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais nous disons, en résumé, l'État est dans son rôle de pouvoir faire qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public sur la base des informations en sa possession que nous n'avons pas. L'État, à travers le ministre de l'administration territoriale, a pensé qu'il était de bon ton que cette rencontre ne puisse pas avoir lieu. Maintenant, on peut spéculer en disant, oui, l'État a peur du grand JICAM. Non, je ne crois pas. Tout État a besoin d'un bon interlocuteur. Très souvent, vous savez bien que lorsque parfois le Premier ministre arrive ici, il est vrai qu'il a pu avoir des incompréhensions. On le sait. On sait qu'il y a eu parfois des incompréhensions, mais aucun État ne peut être contre le fait qu'il ait un syndicat, parfois, un bras séculier, patronal forte. Moi, je pense que la preuve, lorsque le président de la République va hors du Cameroun, il amène toujours le président du JICAM, le président de l'ICAM, parfois le président de MECAM, parce que c'est eux qui représentent le Cameroun à l'extérieur et qui permettent que les financements puissent arriver, de l'investissement dans notre pays. Voilà, merci madame, monsieur. Dans un instant, le 20h, et juste après, et qu'il en soit deuxième partie, le temps du journal, le temps du débrief, madame, monsieur. Tout de suite, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h avec Julien Berthe-Bissagne. Ce jeudi sur Equinox Télévision.